Aucune peine de prison ferme dans le réquisitoire du procès du tunnel du Mont Blanc. Les familles des victimes sont désemparées. Le parquet demande des peines allant de 6 mois à 3 ans de prison avec sursis et des amendes. Le lundi de Pentecôte sera finalement férié pour les salariés à la SNCF en contrepartie d'une augmentation d'1 minute 52 secondes de la durée quotidienne du travail des cheminots. Chaque entreprise fait son menu, difficile de s'y retrouver. Commémoration du 90e anniversaire du génocide arménien, 1,5 million de victimes tuées par les Turcs de l'Empire ottoman entre 1915 et 1917, des plaies toujours à vif, la Turquie qui ne reconnaît toujours pas ce génocide. L'affaire Fabien Barthès, après une sanction jugée trop clémente, 6 mois dont 3 mois fermes, de nombreuses voix ont protesté. La fédération a décidé de faire appel. L'opérette revient à la mode, un genre très tendance, avec sur la scène du théâtre de la Madeleine Tabouche, un vaudeville revisité avec toujours les ingrédients de l'époque. Madame, Monsieur, bonsoir. Après de longues semaines de procès, c'est la déception pour les familles des victimes du tunnel du Mont Blanc. Aucune peine de prison ferme n'a été requise, pas même de mise à pied professionnelle pour les prévenus. Avant les plaidoiries de la défense qui commenceront lundi, les réactions des parties civiles où chacun évoque des réquisitions qui n'apaisent en rien les souffrances. Benoît Gadret, Virginie Fichet. Il était le chef de la sécurité, l'homme qui, aux yeux du procureur, est au cœur de la catastrophe. Sa responsabilité est, selon l'accusation, écrasante. Peine requise, 3 ans de prison avec sursis. C'est la plus lourde peine réclamée après 7 heures d'un réquisitoire marathon. Du président au régulateur, français comme italien, tous ont commis des fautes. 2 ans avec sursis requis contre l'ex-président Chardon pour s'être désintéressé de la sécurité. 2 ans avec sursis également contre les 2 directeurs en charge de l'exploitation du tunnel. 1 an avec sursis contre les 2 régulateurs. Ils ont tardé à fermer le tunnel. 3 minutes de trop qui ont coûté la vie à 22 des 39 victimes. Dans la salle d'audience, les parties civiles sont plutôt déçues. Aucune interdiction de gérer n'est requise, aucune peine de prison ferme. On aurait pu espérer, nous, familles des victimes, au moins pour le principe, le tribunal aurait apprécié par la suite, au moins pour le principe d'avoir au moins 2 personnes qui méritaient de la prison ferme. Les conseils des prévenus hésitent. Pour la défense, les peines requises sont certes toujours trop lourdes. Mais selon plusieurs avocats, la charge du procureur est équilibrée. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un réquisitoire assez mesuré. Je ne vous dis pas que je partage la totalité des appréciations qui ont été portées par le procureur de la République et des conséquences ou des conclusions qu'il demande au tribunal d'en tirer. Reste le chauffeur du camion, 6 mois avec sursis requis pour avoir bloqué la chaussée. Une telle sanction serait amnistiable. Je trouve que la peine que j'ai est faible et encore trop lourde pour ce que j'ai fait. Alors que j'ai rien fait dans le fond. Discret mais au final satisfait, les dirigeants de Volvo. Les expertises sur l'origine de l'incendie sont trop contradictoires. Pour le constructeur suédois, le procureur requiert la relaxe. Le lundi de Pentecôte, férié ou non, un sujet devenu désormais quotidien avec une certaine confusion, car comment s'y retrouver entre les appels à la grève, le gouvernement qui dit tenir bon et les aménagements ou contournements. Dernière en date, la SNCF qui finalement annonce que ce lundi-là sera férié en contrepartie d'1 minute 52 secondes de travail en plus. Vincent Fourcade, Laurent Desbois. Cette année, pour le lundi de Pentecôte, pas de repas de famille à l'horizon, mais une réunion de travail. Le 16 mai, les salariés de cette société de conseil informatique seront dans leur entreprise, comme tous les lundis. Parce que j'ai encore la liberté de le prendre un jour de congé payé. Puis, sur le principe, j'adhère au fait que ce soit en support de l'aide aux personnes âgées. Cette année, on a déjà eu un nombre de RTT supprimés, d'ancienneté, qu'on avait précédemment. Donc ça fait un jour en plus de supprimer, donc ça commence à faire beaucoup pour cette année. Le patron n'a pas eu le choix. Il va devoir payer 40 000 € de charges sociales pour ce lundi travaillé. Alors, il veut ses troupes sur le terrain. C'est pas spécifique. La cotisation supplémentaire qui nous est demandée depuis le 1er juillet dernier, donc maintenant à peu près 1 an, doit être compensée par de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat au sein de l'entreprise. On doit travailler cette journée pour compenser donc cette cotisation. Il n'y a pas le choix. Dans le privé, le lundi de Pentecôte travaillé n'est pas une obligation. Si les salariés sont d'accord, l'entreprise peut choisir de supprimer un jour de RTT, de travailler un samedi ou un autre jour férié, à l'exception du 1er mai. Dans le public, un principe, tout le monde au travail le 16 mai.
Établissements scolaires, administrations, entreprises publiques fonctionneront en principe normalement. Mais surprise, à la SNCF, le 16 mai restera férié en échange d'1 minute 52 secondes de travail en plus par jour. C'est un refus de travailler gratuitement et de tomber dans la stratégie libérale aujourd'hui de réduire les coûts du travail en faisant travailler les salariés plus longtemps. Mais sur toutes les lignes, le trafic restera cependant normal le lundi de Pentecôte pour un week-end qui s'annonce tout de même prolongé pour de nombreux Français. Et qu'en pensent les premiers concernés, ces personnes âgées qui vont bénéficier de cette journée de solidarité? Comment vivent-elles cette polémique? Les réponses sont sans doute multiples. Sophie Rodier et Guillaume Viard se sont rendus dans une maison de retraite à Saint-Maur et là, apparemment, on soutient le vent de fronde qui souffle sur ce jour férié décrété. 20 degrés cet après-midi en région parisienne. On est loin des températures extrêmes de l'été 2003. Et pourtant, la canicule est bien à l'ordre du jour dans cette maison de retraite. Comme la plupart des résidents, André, 79 ans, rejette l'idée de supprimer un jour férié aux salariés. C'est le gouvernement qui devrait faire un geste. C'est pas le travailleur, c'est pas le salarié. Le salarié, déjà, il n'a pas assez pour casser la croûte. Ça vous choque? Comment? Ça vous choque qu'on demande ça aux jeunes? Ah, moi, ça me choque beaucoup, même terriblement. Déjà qu'on leur donne du travail aux jeunes, qu'ils puissent avoir seulement déjà un avenir pour eux, parce que je ne vois pas l'avenir pour eux déjà. Pour beaucoup d'entre eux, cette mesure n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. À les écouter, c'est toute la politique du troisième âge qu'il faut revoir. Quand on voit le retard qu'a la France sur les autres pays, notamment les pays nordiques, eux ils sont occupés des personnes âgées depuis plus longtemps. Et dans les 10 prochaines années qui arrivent, là, ça va être encore plus catastrophique. À la lumière de ces propos, se révèle une solidarité des retraités avec les salariés. Peut-être parce que ces femmes et ces hommes appartiennent à une génération qui jadis s'est battue pour obtenir des conquêtes sociales. Ce vendredi marque le début des vacances de Pâques à Paris et à Bordeaux notamment. Prudence si vous prenez le volant. Aujourd'hui, Bison Futé voit une journée orange au départ des grandes villes concernées, mais semble-t-il pas de difficultés majeures sur les routes. Demain, journée de départ, mais aussi de retour. L'orange est mis dans les deux sens et au niveau national. J'en viens à cette très grosse avalanche qui a emporté hier après-midi 2 surfeurs. Ils skient hors piste à Tignes lorsqu'a eu lieu cette coulée de neige. Les recherches ont permis de découvrir le corps de l'un d'entre eux. Les 2 hommes surpris par l'avalanche n'ont pas pris de risque particulier, si ce n'est de choisir le hors-piste. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de haute montagne de Bourg-Saint-Maurice. Stéphanie Labrousse, Clément Bordas. C'est en survolant la face nord du glacier de la Grande Motte que l'on comprend toute la dimension de l'avalanche survenue hier après-midi. Une cassure nette à 3200 mètres d'altitude, vraisemblablement déclenchée par le passage des 2 surfeurs hors piste. Et c'est une plaque gigantesque qui dévale sur plus de 1000 mètres de dénivelé, entraînant James et Sam. Ce sont des jeunes anglais d'une vingtaine d'années qui avaient l'habitude apparemment d'évoluer en hors-piste. Donc ils connaissaient les risques inhérents à la pratique du hors-piste. Et donc là, ils ont joué de malchance sur une plaque avant. 30 hectares à sonder pour retrouver les 2 surfeurs, équipés d'ARVA, des appareils de détection pour les victimes d'avalanche. Mais la surface est considérable et très accidentée, ce qui rend d'autant plus difficile les recherches des CRS, gendarmes et pisteurs. On ne sait pas où ils sont. Et il y a des crevasses au milieu et des barres rocheuses, donc c'est quand même techniquement à prendre des précautions. Ce matin, les sauveteurs n'avaient guère d'espoir de retrouver les jeunes Anglais en vie. Peu avant midi, le corps de James est repéré. Le premier, on l'a retrouvé rapidement avec son Arva. Le second, on a retrouvé l'Arva rapidement, mais pas lui. Il a dû être déshabillé par l'avalanche, puisqu'on a retrouvé aussi son téléphone portable. C'est bien le téléphone portable du deuxième, celui qu'on est toujours en train de chercher, qu'on a retrouvé. Mais avant que les conditions météorologiques ne se dégradent, les sauveteurs ont décidé de suspendre leur dispositif. Il faudra désormais attendre plusieurs jours avant de retrouver le corps de Sam, saisonnier à Val d'Isère. Il avait 24 ans. Surnommé Pierrot le Fou, dangereux récidiviste, Pierre Bodin avait été mis en examen pour les meurtres en Alsace de 2 très jeunes filles, Jeanne-Marie et Julie, dont les corps avaient été découverts dans des ruisseaux. Aujourd'hui, Pierre Bodin a été mis en examen pour un 3e meurtre, celui d'une femme tuée dans des circonstances identiques. Christophe Nédart, Virgile Viadeau. Pierre Bodin quitte le palais de justice. Direction la prison de Strasbourg, où il passera le week-end avant d'autres interrogatoires. Celui qu'on surnomme Pierrot le Fou
a été mis en examen pour un troisième meurtre, celui d'Edwige Vallet. Le multirécidiviste n'a rien dit devant le juge d'instruction. L'avocate qui l'a assisté n'est guère plus loquace. Il n'a pas souhaité s'expliquer aujourd'hui dans la mesure où on nous a présenté 4000 cotes de procédure et donc on n'était pas en mesure de s'expliquer aujourd'hui puisqu'on n'a pas eu le délai pour préparer une défense. Donc M. Baudin a souhaité effectivement un délai pour pouvoir préparer sa défense. Edwige Vallet, 38 ans, a disparu le 21 juin 2004 à Aubernais. Le lendemain, son corps est retrouvé dans ce cours d'eau, lardé de coups de couteau. Le même mode opératoire que pour les meurtres de Jeanne-Marie et de Julie. 2 meurtres pour lesquels Pierre Baudin est déjà mis en examen. Comme pour les 2 jeunes filles, ce sont les analyses ADN qui ont parlé. Un cheveu d'Edwige Vallet a été retrouvé dans la voiture de Pierrot le Fou. L'étau se resserre autour du repris de justice, mis en examen pour 3 meurtres. Affaire d'escroquerie au secours populaire. La directrice et son fils ont été écroués, accusés d'avoir détourné environ 650 000 €. Ils ont été placés en garde à vue mardi dernier. Le secours populaire s'est déclaré extrêmement choqué et a immédiatement relevé la directrice de ses fonctions. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte et Olivier Combe. Pour l'association, c'est un séisme. Les bénévoles du Secours populaire ne comprennent pas comment leur directrice a pu détourner 650 000 € à leur insu. Danielle Equette, 54 ans, travaillait depuis 8 ans à la Fédération de Haute-Garonne. Selon l'accusation, elle aurait multiplié les pratiques frauduleuses. Elle partait à la centrale de collectage qui est régionale. Donc elle passait ici avant, elle sortait le chéquier, elle me disait fais-moi quelques chèques, je m'en vais à la centrale, je ferai au fournisseur et ça partira tout de suite. Ces chèques en blanc, les enquêteurs la soupçonnent de les avoir encaissés sur les comptes de son fils. La dirigeante aurait puisé dans les fonds destinés aux sinistrés de la catastrophe AZF. Une manne qui lui aurait permis de s'acheter entre autres un manteau de fourrure et une cuisine flambant neuve. Condamné il y a 10 ans dans une affaire similaire, Danielle Equette avait pourtant gagné la confiance de la direction. Comment le savoir? Nous nous accueillons dans le secours populaire toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent aider les autres. On ne demande pas les opinions, on ne demande pas la religion, on ne demande pas les convictions philosophiques, on ne demande pas un extrait de casier judiciaire. Mise en examen pour abus de confiance, Danielle Equette et son fils ont été incarcérés. À Toulouse, les dirigeants ont porté plainte et travaillent déjà sur les futures activités du Secours populaire. À Rome, la presse bruisse de rumeurs et croit savoir comment s'est déroulée l'élection du successeur de Jean-Paul II, le nouveau pape qui aujourd'hui recevait l'ensemble des cardinaux. Benoît XVI qui veut, dit-il, rassurer et rassembler. Gérard Grisbeck, Romain Potecki. Cette fois, la bénédiction est pour ses plus proches collaborateurs. Ce matin, Benoît XVI recevait tous les cardinaux, électeurs et non électeurs, présents à Rome. Certains sont très âgés, le pape va dans ce cas à leur rencontre, pour chacun un petit mot, un geste d'affection. Avec les cardinaux français, visiblement, beaucoup d'attention. Pour Roger Etchegaray, qui a été pendant plus de 20 ans l'homme des missions difficiles de Jean-Paul II, ou pour Jean-Marie Lustiger, l'ancien archevêque de Paris, avant de tenir des propos rassurants. J'ai conscience des limites de ma personne et de mes capacités. J'accomplirai ma mission avec simplicité et disponibilité. À la sortie, les cardinaux semblent satisfaits et un peu agacés lorsqu'on les interroge sur le conservatisme du nouveau pape. Le pape actuel sera même dans le cœur des Français, j'en suis sûr. L'Église catholique, c'est une église disciplinée. Donc notre Église catholique, ce n'est pas un poulailler où les poules entrent et sortent. Il faut de l'ordre. Ce matin, la presse italienne parle d'un document secret sur les scandales de l'Église qui aurait contribué à l'élection de Joseph Ratzinger. Et les journaux racontent le déroulement du conclave comme si les journalistes étaient présents, comme si la chapelle Sixtine n'avait pas été verrouillée. Décidément, la presse ici a beaucoup d'imagination, car personne ne sait, et l'on ne saura sans doute jamais, ce qui s'est passé à l'intérieur du conclave. Le cardinal qui parlerait serait immédiatement excommunié. En Chine, la suite du voyage de Jean-Pierre Raffarin, VRP du savoir-faire français qui, après Pékin, était à Shenyang, dans cette région sinistrée de l'ancienne Mandchourie. Les autorités chinoises espèrent redonner vie à ce bassin d'industrie lourde en y attirant des investisseurs étrangers. Alstom est déjà sur place, ainsi que Total et Valeo. Après cette étape, le Premier ministre est arrivé à Shanghai, où il a inauguré une exposition au Musée des Sciences dans le cadre de l'année de la France en Chine.
Et c'est de Chine qu'est venue la réponse de l'ancien PDG de Carrefour, Daniel Bernard, dont les conditions de départ ont fait scandale et suscitent depuis hier une très vive polémique. Daniel Bernard qui affirme ne pas avoir touché 38 millions d'euros. Il y a erreur d'interprétation selon lui. François Bonnenet. C'est peut-être parce qu'il se trouve à 12 000 km de Paris, bien loin de la polémique qui enfle en France, que Daniel Bernard ne semble pas en prendre toute la mesure. Pour sa défense, l'ancien patron de Carrefour précise qu'il n'a pas touché les 38 millions d'euros en question, tout au plus 4 millions cette année. Moi je suis très attristé parce que je n'ai pas eu d'indemnité spéciale de départ, j'ai eu cette clause de non-concurrence et j'aurai une retraite. Bon, j'ai dirigé un groupe comme celui-là pour le porter là où il est. Pendant 13 ans, j'ai multiplié le chiffre d'affaires par 4 et le bénéfice par 8 et j'en suis fier. Pour autant, ces explications données depuis la Chine ne peuvent évidemment pas convaincre les salariés de Carrefour en France. Depuis 2 jours, ils n'acceptent pas la différence de traitement entre eux et leur ancien patron. L'ambiance est très très mauvaise. Il y a une démotivation et on part du simple employé jusqu'au cadre, y compris des directeurs. Je pense que c'est vraiment... c'est une douche complète. On nous dit serrer les boulons, et par contre lui, il part les poches pleines. Mais il n'y a pas que les salariés qui sont révoltés. Une association de petits actionnaires envisage même de porter l'affaire en justice. Quant à la classe politique, à droite comme à gauche, elle se dit choquée. Pascal Clément, le président UMP de la commission des lois à l'Assemblée, vient même de proposer de légiférer sur ce point dès le mois de juin. Décidément, la loi Fillon sur l'école vit des jours difficiles, un parcours chaotique avec aujourd'hui comme dernier épisode en date le Conseil constitutionnel qui rejette 2 articles de la loi d'orientation pour une faute de procédure, pour n'avoir pas consulté pour avis le Conseil économique et social. L'un de ces articles est retoqué. Ça ne change pas la loi sur le fond qui sera promulguée dimanche prochain, mais le financement devrait désormais être voté chaque année. Les explications très nécessaires de Daniel Wolfram. Il en est des lois comme des individus, certains ont de la chance, d'autres pas. S'agissant de la loi Fillon sur l'école, ce projet concocté pendant des mois par le gouvernement s'est trouvé d'abord amputé d'une de ses pièces maîtresses, la réforme du bac. Sur le bac, et seulement sur cette question-là, nous ne passerons pas en force parce que je ne veux pas prendre le risque de voir cet examen dévalorisé. Exit donc la réforme du bac. Mais cela n'a aucun effet sur la mobilisation des lycéens qui ne faiblit pas, au contraire. Le ministre, le gouvernement sont brocardés semaine après semaine. La loi passe tout de même définitivement adoptée par le Parlement le 24 mars. La majorité s'est faite une fois encore l'interprète du changement. La loi et ses 89 articles doivent en principe entrer en application à partir de la rentrée de septembre. Mais l'agitation lycéenne se poursuit. On pense que les vacances arrivant, tout va s'apaiser, mais là, patatras, le Conseil constitutionnel retoque aujourd'hui 2 articles. Le ministre relativise. Je constate que 87 articles sur 89 sont validés par le Conseil constitutionnel. Problème, l'un des 2 articles invalidés porte sur le financement de la loi, 2 milliards d'euros programmés sur plusieurs années. Le ministre va devoir les trouver chaque année dans le budget, si tout va bien. Simone Veil devrait sans doute prendre part à la campagne pour le oui à la Constitution européenne. Elle vient de se mettre en congé du Conseil constitutionnel, ce qui la dégage de son devoir de réserve. Le référendum avec hier l'entrée dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, une semaine après l'émission de Jacques Chirac face aux jeunes. Invité de 100 minutes pour comprendre l'Europe sur France 2, les partisans du camp du oui et du non ont fait valoir leurs arguments. Et d'abord, le plaidoyer télévisé de l'ancien président, Émilie Lançon. Pour Valéry Giscard d'Estaing, principal auteur de la Constitution, il ne faut pas avoir peur. C'est un bon traité pour la France. La Constitution remet la France à sa place. C'est-à-dire que comme elle est fondée sur la population, que nous serons le 2e pays le plus peuplé de l'Union européenne, eh bien la France aura son rang et son pouvoir. L'Europe sera-t-elle libérale? Giscard assure que non. C'est une économie sociale de marché, en ce sens qu'on prend en compte, la collectivité, les conséquences sociales des différents événements. À ce titre, la Constitution va plus loin que le traité de Nice. Nice et les précédents traités, justement, Thierry Breton n'en veut plus. Ça, c'est notre Europe. C'est une accumulation de 5 traités. Du traité de Rome au traité de Maastricht, en passant par le traité de Nice et le traité d'Amsterdam. C'est notre Europe à nous. C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est dense. Et puis à côté de ça, il y a le traité, aujourd'hui constitutionnel, donc quelques petits articles. J'invite du reste tout le monde à le lire parce que c'est passionnant et c'est de la fierté. Si on vote oui,
on continue à vivre, on continue à vivre la politique libérale, la construction libérale de l'Europe telle que nous l'avons vécue. Et ça, les Français n'en veulent plus. Quelle identité pour l'Europe? Les inquiétudes des partisans du non sont nombreuses. À partir de l'article 1er, le reste est sans grand intérêt. Voilà. La personnalité conférée par l'article 1.7 de la Constitution est une personnalité d'État. C'est-à-dire qu'elle donne à l'Union européenne tous les attributs de la puissance étatique. Et la souveraineté française dans tout ça? Échange musclé. Le pire, c'est la perte de notre indépendance. C'est que nous ne soyons plus maîtres chez nous. Ce qui me peine, c'est que je crois que vraiment le virus de l'extrême droite s'est introduit dans le non à la Constitution européenne et donc il peut annoncer, si le non l'emportait en France, un deuxième bug démocratique. Pour les partisans du oui, la Constitution est une logique historique. Quel est pour notre génération le seul vrai grand motif de fierté? C'est la construction européenne. C'est ce que les Européens ont fait ensemble et qui est unique. C'est-à-dire qu'à la force, à la violence, à la guerre, on a substitué le droit, la compréhension, la rencontre des uns avec les autres. À 5 semaines du référendum, une leçon de pédagogie. Aux citoyens maintenant de faire leur choix. À Bagnolet, la question de l'implantation des différents lieux de culte était au cœur d'une polémique juridique qui a trouvé son premier épilogue aujourd'hui. Du côté des plaignants, des voisins qui s'insurgent contre la concentration dans des entrepôts devenus lieux de prière des évangélistes, des musulmans et des protestants. Le tribunal de grande instance a demandé une première expulsion. Stéphanie Davoigneau, Alexis Delcourt. Une mosquée, un temple protestant, 2 églises évangéliques. En 2 ans, cette zone manutentionnaire de Bagnolet s'est transformée en centre multireligieux. Les églises s'installent dans des entrepôts que rien ne destinait au culte. D'où le mécontentement de certains voisins qui habitent au-dessus des locaux. C'est joué avec un orchestre, donc c'est vrai que le local n'est pas du tout insonorisé, hein, c'est des murs bruts de béton. On est donc dans les sous-sols de l'immeuble qui est à la verticale, et donc les bruits se propagent dans les appartements. Oui, quel bruit? Nous chantons la gloire de Dieu. Le bruit, les problèmes de sécurité, mais aussi pour les propriétaires une question d'image. Si je commence à dire aux gens, bah, écoutez, ici vous verrez, le vendredi, le samedi et le dimanche, il y a beaucoup d'allées et venues parce que donc on a des églises qui sont installées discrètement dans les sous-sols. C'est pas forcément valorisant, quoi. C'est pas le genre de truc qu'on va mettre en évidence le jour où on vend son appartement, quoi. Aujourd'hui, les 2 camps s'affrontaient devant le tribunal de Bobigny. En tant qu'établissement religieux, vous avez violé un certain nombre de règles. Vous avez entendu ce que notre avocat a pu dire ce matin. Décision du tribunal, l'expulsion immédiate des 2 églises évangéliques. On ne peut pas passer comme ça, parce que nous sommes en France, nous sommes dans une démocratie, quand même il faut que nous trouvions quand même une place. On ne peut pas jeter l'église à la rue, je pense que c'est pas bien. Musulmans et protestants, quant à eux, devront attendre un autre jugement. Les 2 associations ont effectué de gros travaux pour être en règle. Elles n'ont absolument pas l'intention de se faire déloger. Commémoration aujourd'hui à Paris du 90e anniversaire du génocide arménien. La France qui compte une grande communauté arménienne et dont le Parlement français a reconnu publiquement le génocide de 1915. Il y a 4 ans, en fin de journée, Jacques Chirac et son homologue Robert Kotcharian ont déposé une gerbe au monument à la mémoire des victimes des massacres qui ont démarré le 24 avril 1915, perpétrés par les Turcs dans l'Empire ottoman. Plus d'1,5 million de personnes ont trouvé la mort dans ce génocide, une plaie toujours à vivre pour les descendants des victimes. Pour évoquer ce génocide qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie, le témoignage d'une des dernières rescapées, des survivantes qui sont aujourd'hui gardiens de la mémoire et c'est pour eux un devoir de raconter. Les images que vous allez voir sont difficiles. Dorothée Cochard, Samuel Mez. À 97 ans, avec ses enfants, Osvana aime venir au parc qui domine le port de Marseille. Les bateaux lui rappellent sa propre histoire, quand elle est arrivée de Turquie, comme des milliers d'autres Arméniens qui ont survécu au génocide. 2 millions vivaient dans l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Un peuple écartelé entre la Turquie et la Russie. Son père était coiffeur et tenait un café près de Constantinople. En 1915, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, l'Empire ottoman musulman est ennemi de la Russie. Le gouvernement turc suspecte les Arméniens chrétiens d'œuvrer à leur indépendance et décide la déportation massive de ceux qu'il qualifie de traîtres. Le curé il a annoncé que dans 3 jours, il faut vider Adapazarh. C'est près d'Istanbul.
Alors, ma mère est venue en pleurant. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu as? Le curé, il a dit comme ça. Il a annoncé que tantôt il faut vider tous les Arméniens. Il faut partir, il faut laisser partir. Mais où, j'ai dit, on ne sait pas. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde quitte la ville. On montait dans le train train de marchandises. Mais pas une petite fenêtre en haut, comme des voleurs qu'on cache, pas comme ici, pas avec des grandes fenêtres pour voir dehors la vue. Une loi légalise la spoliation des biens d'Arméniens. Par dizaines de milliers, ils sont regroupés dans des camps avant de poursuivre un exode qui durera 4 ans et dont la destination finale sera les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Beaucoup d'enfants sont enlevés, vendus comme esclaves ou violés. La mère d'Osvana noircit le visage de sa fille pour la protéger des convoitises. Elle se débrouillera aussi pour lui éviter de voir les massacres perpétrés par les Turcs. Sont tous sauvages. Même les bêtes sont plus sages que ces hommes. Osvana a alors 10 ans. Sa mère tombe gravement malade et ce sera la chance de la famille. Les Turcs pensent qu'elle est contagieuse et les chassent du camp. La famille s'expatrie en France, à Marseille. Osvana y épouse un épicier, le début d'une autre histoire dont aujourd'hui, ses enfants et ses petits-enfants se sentent au quotidien les héritiers. Le fait que le génocide ne soit pas reconnu fait partie un petit peu du mal-être que l'on ressent quelquefois. Même si notre vie de tous les jours est très agréable, certes, on a quand même dans la tête un petit mal-être qui vient du fait que nos racines s'arrêtent à la mémoire de notre grand-mère. 90 ans après ce crime. Osvana participe aujourd'hui aux célébrations de cette histoire qu'elle a longtemps préféré taire et dans laquelle 1 500 000 Arméniens ont péri. La France a reconnu le génocide arménien en 2001. La Turquie, tout en reconnaissant certains massacres, le nie toujours. En Indonésie, 4 mois après le raz-de-marée qui a dévasté la région de Banda Aceh, la reconstruction avance à tout petit pas. Les organisations humanitaires comme Médecins sans frontières se sont installées sur la côte est de Sumatra dans une zone moins alimentée par l'aide internationale. Reportage près de Sigli avec Stéphane Bretner et Gilles Jacquet. Pasirawa, c'était un petit village de maisons en briques avec vue imprenable sur la mer turquoise. Ici vivaient 1 millier de pêcheurs. Aujourd'hui, il n'en reste que 500 tout au plus. La flotte a été presque totalement détruite. Les maisons englouties ou balayées par les flots. Heureusement, depuis 2 mois, il y a de nouveau de l'espoir. Sous ces quelques bouts de toile plantés au milieu des ruines, pêcheurs et charpentiers fabriquent toute la journée. Celui qui veille à la production, c'est Pierre-Yves Simon de Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire pilote 2 projets dans les hôpitaux de Sigli, la grande ville d'à côté. Mais les bateaux, c'est une grande première. On n'est pas une organisation de développement de bateaux, on n'y connaît rien. Nous, ce qu'on a voulu, c'est donner l'impulsion première en identifiant quelque chose qui nous paraissait important. Reconstruire des bateaux, des petits bateaux, mais qui leur sont indispensables pour retrouver une vie normale. Ce devait être un grand moment cet après-midi-là. 16 bateaux tout neufs attendaient d'être distribués aux pêcheurs. Mais l'armée indonésienne est venue gâcher la fête et rappeler que dans la province d'Aceh, une guerre contre les indépendantistes dure depuis 30 ans. Les militaires ont rassemblé tout le village sur un bout de pelouse. Ils sont, disent-ils, à la recherche d'un groupe de rebelles. Évidemment, interdiction nous a été donnée de filmer. Après 2 heures d'attente et un sermon du commandant sur la nécessité de dénoncer les traîtres, chacun retrouve sa liberté et le bord de l'eau. Une péripétie qui ne perturbe pas les pêcheurs. Ils ne sont plus à 1 jour près pour avoir leur embarcation. Ce qui compte, c'est d'avoir un bateau. Et grâce aux Français, ça va beaucoup plus vite qu'avec les autorités locales. Je ne peux pas attendre plus longtemps pour recommencer à gagner ma vie. Médecins sans frontières ne s'est pas installé ici par hasard. Dans cette zone moins touchée par le tsunami, il y a aussi moins d'ONG, donc plus de travail. MSF compte rester en Indonésie au moins 1 an. Sur la somme record de 102 millions d'euros de dons, seulement 1/4 sera dépensé. Le reste, 75 millions,
va être réaffecté à d'autres projets dans d'autres pays. En théorie, les 400 ONG présentes en Indonésie doivent quitter le pays au plus tard le 27 mai. Mais à de rares exceptions près, toutes ont demandé une prolongation de mission qui devrait leur être accordée cette fois-ci pour une longue durée. Pour faire retomber la fièvre entre la Chine et le Japon, le Premier ministre japonais a présenté des excuses lors d'un discours à Jakarta, des excuses pour les énormes souffrances et dégâts provoqués par son pays en Asie dans les années 30 et 40. Le Premier ministre nippon qui devrait rencontrer le président chinois demain parce que l'amitié est plus importante, mais pas de confirmation pour l'instant de cet entretien. En Espagne, maintenant, l'ouverture d'un procès fleuve comparé à Madrid. Depuis ce matin, celui qui est considéré comme le chef de la cellule espagnole d'Al-Qaïda et qui aurait recruté bon nombre d'activistes pour les attentats du 11 septembre. Abu Daa ainsi que 23 autres accusés ont été installés dans un box entouré de verres blindés. Des mesures de sécurité hors normes ont été déployées. Et puis notre rappel quotidien, notre consoeur Florence Oubnaï-Songui du Sénanoun sont toujours retenus en otage en Irak depuis 107 jours maintenant. Michel Barnier qui ce matin a déclaré que la France travaille beaucoup dans des conditions difficiles pour obtenir leur libération. L'actualité sportive, rebondissement dans l'affaire Barthez, condamné ce matin à une peine de 3 mois de suspension ferme pour avoir craché sur un arbitre marocain lors d'un match amical. Fabien Barthez va repasser en jugement. La fédération considère sa sanction trop clémente. D'autres voix étaient sur la même longueur d'onde. Manuel Tissier, Gabriel Camilla. À la veille de disputer son dernier match de la saison, Fabien Barthez ne dira pas un mot. Monsieur Barthez, une réaction par rapport à la sanction, s'il vous plaît, d'aujourd'hui? Il vient d'écoper de 3 mois de suspension et son soulagement, il le garde pour lui. L'OM va perdre son gardien pour les 4 derniers matchs de la saison et à Marseille, seul l'entraîneur feint de s'en offusquer. Ça constitue pour nous bien évidemment une mauvaise nouvelle compte tenu du statut du joueur. C'est quand même pas n'importe quel joueur, c'est notre capitaine, c'est un joueur important dans le dispositif. Hier soir, Barthez est sorti de son audition devant la commission de discipline sans connaître sa punition. Les juges fédéraux ont décidé ce matin d'anticiper les vacances du gardien sans le priver ni du début du championnat le 30 juillet, ni d'équipe de France début septembre. Malgré le règlement de la fédération, la commission n'a pas appliqué le barème des 6 mois incompressibles, scandale chez les arbitres. Je me fais du souci parce qu'à une époque où on parle de violence, qu'il faut protéger les arbitres, qu'il faut arrêter toutes ces incivilités que l'on voit sur les terrains de football notamment, ce genre de décision ne va pas dans le bon sens. Le décalage entre le barème des sanctions et la clémence de la commission de discipline n'est pas du goût de tout le monde. Fabien Barthez a bien craché sur un arbitre le 12 février dernier à Casablanca. À tel point que Jean-François Lamour, le ministre des Sports, n'a pas voulu en rester là. Il a fait pression sur la fédération qui va rejuger Fabien Barthez dans les 15 jours. Le Conseil fédéral a en effet décidé de faire appel de la décision. L'affaire Barthez n'est pas terminée et le gardien des Bleus pourrait bien prolonger ses vacances forcées. Le 26e salon du modélisme commence demain à la porte de Versailles à Paris. Ce salon réunit tous les fabricants de maquettes et de modèles réduits, mais surtout tous les passionnés de modélisme. Rencontre avec un fou de figurines retraçant l'histoire et les grandes batailles. François-Julien Piednoir, Florence Chalandon. La salle à manger est en état de siège. Des milliers de soldats ont envahi la maison. Difficile de regarder la télévision, cachée par la bataille d'Austerlitz. Ici, vous avez représenté les hussards français, les cavaliers hussards. Vous avez les fantassins français. Et Napoléon? Ah, Napoléon, il est ici. Voilà, sur une colline légèrement en hauteur, en train de superviser la bataille, tout simplement. Christophe réécrit l'histoire à l'échelle 1/72e. Chez lui, les dinosaures mesurent 5 cm. Les Romains affrontent un Vercingétorix de 20 mm. La Première et la Seconde Guerre mondiale se figent le temps d'une maquette. Et Armstrong atterrit en 1969 sur une lune en polystyrène. Au total, 20 000 figurines qu'il faut stocker. Il n'y a plus de place, justement, c'est tout le problème. Et si demain, je pouvais trouver de la place, ça serait parfait. Et je crois que mon épouse serait encore plus heureuse. Pourquoi qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Que ma passion est belle, mais qu'elle est envahissante. Christophe passe des heures à donner vie à ses figurines.
Il y a de la folie, mais c'est de la folie douce, donc à partir du moment où la folie est douce, elle est bonne. C'est vraiment une activité qui permet de se détendre, qui permet de se canaliser, qui permet, pour moi, c'est un rêve de gosse. Certains passionnés jouent aux cow-boys et aux indiens, d'autres collectionnent des timbres. Christophe, lui, dans sa maison lilliputienne, se prend un peu pour Gulliver. En Bourgogne, la traversée des écluses, un voyage sur l'eau pour découvrir une région autrement, un programme de vacances avec des bateaux que l'on peut piloter sans permis. Laurent dit Didier Dahan. Tiens là, parce que... Tiens-toi Emma, tiens-toi. Les parents ont l'habitude, la petite dernière découvre. On rentre. Et c'est pas passé? Si, on passe. Pour 500 €, la famille Chalopé s'offre une croisière de 5 jours sur le canal du Nivernais. Viens l'arrivée, viens. Pas besoin de permis pour cette pénichette, mais nos marins d'eau douce, pour autant, sont plutôt bien rodés. Il me laisse conduire, mais dans les écluses, je préfère le laisser manœuvrer. Parce qu'avec l'eau, le bateau fait n'importe quoi, et je préfère que ce soit lui qui dirige. Il a plus l'habitude? Oui. Et heureusement, 43 km, ils vont devoir franchir 16 écluses, soit une tous les 200 mètres. Une échelle d'écluses qui permet au canal de remonter 38 mètres de dénivelé. Dans ce périple, les plaisanciers reçoivent l'aide de 2 éclusiers. Ici, tout est manuel. On n'en veut pas d'automatique. Pourquoi? Donc après on n'a plus de boulot. Le grand air à l'ancienne, quoi. Du coup, à bord, rien n'entame la bonne humeur. Ni la pluie, qui s'invite avec insistance, ni même l'attente à chaque écluse. C'est pas trop monotone? Non. Bon, c'est vrai que là, c'est des écluses sur écluses, mais bon, une fois qu'on est passé tout ça, bon, on s'arrête où on veut, on prend les vélos, et puis on va faire un petit tour de vélo. Au bout de 3 heures, la dernière écluse. Enfin. À présent, ils vont pouvoir naviguer un peu plus librement, et peut-être même bronzer, qui sait, le soleil fait enfin son apparition. Un vent de renouveau, l'opérette connaît une nouvelle jeunesse, genre musical très français et moins désuet que l'on croit. Pour preuve, sur la scène du théâtre de la Madeleine, Tabouche avec une mise en scène dépoussiérée, même si la base reste le vaudeville. Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Tu verras dans le public des gens... Répétition, discussion et mise au point avant le spectacle. Retour sur la représentation de la veille. Essayez de regarder en haut, et du coup je me suis envolé, et quand je suis retombé... Il faut tenir 2h30 sur scène. Tabouche, une opérette de 1922. En fait, l'ancêtre des comédies musicales. Il n'y a pas le côté comme dans les opérettes, ce côté petit guéridon, les napperons, les costumes un peu vieillots, quoi. On n'a pas ça, c'est vrai que tout reste très moderne. Moderne aussi l'histoire, pourtant banale, celle de 2 tourtereaux aux amours contrariés. La modernité est aussi dans la façon qu'a ce jeune couple de s'en sortir, c'est-à-dire ils s'émancipent par rapport à leurs parents. Ils trouvent la solution en ayant eux-mêmes de l'argent, en ayant eux-mêmes une liberté et donc en pouvant vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Écoutez, ça n'est plus possible. On passe la journée entière, main dans la main, on s'embrasse partout dans les coins et le soir plus rien. On reste seul, chacun chez soi, avec les nerfs tendus. Des artistes venus d'horizons divers. L'interprète de Bastien est un ancien pilote de l'aéronaval. 2200 heures de vol. Toutes les missions ne se valent pas quand on est dans un avion, il n'y a pas que des missions de guerre et des missions d'entraînement, mais dans lesquelles on ressent effectivement une montée d'adrénaline, une excitation, on sent un peu comme un enfant finalement, et là c'est pareil. Chant, danse, comédie, les acteurs savent tout faire. Ce vaudeville a fait date dans l'histoire de l'opérette avec des effets comiques des plus savoureux pour l'époque. Marianne Faithfull, l'égérie rock des années 60 est en tournée avant son retour en France au Casino de Paris en juin. Elle était de passage au Printemps de Bourges, portrait avec Abdel Mostefa et Laurent Cyran. Un printemps de plus pour Marianne Faithfull. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui renaît et
et que je trouve formidable à l'âge qu'elle a. The morning sun touched lightly on the eye of Lucy George. Un printemps de plus, à Bourges, pour cette dame du rock dont le nom évoque à tous des images. Quelles images un papillon de nuit, étincelant. Je fais des disques, des tournées, j'écris des chansons depuis 41 ans. Et j'adore ça. À côté de moi, très belle fille qui s'appelle Marianne Faithfull. Un premier tube écrit par les Rolling Stones. Une aventure avec Mick Jagger qui laissera des traces. Drogue dure, tentative de suicide, c'est une rescapée du rock'n'roll. Pour autant, quand Marianne Faithfull vous reçoit chez elle, ce n'est pas pour verser dans la nostalgie. Elle a déjà presque oublié sa précédente tournée arrêtée pour cause de surmenage. Elle pense juste à ses prochains concerts, fière de ses nouvelles chansons. Pour moi, le moment le plus important, c'est maintenant. Le moment de la création, c'est maintenant. Je ne vois pas les choses comme ça, comme une montagne à gravir, jalonnée de succès. Non, je vois plutôt ça comme un ensemble. Marianne Faithfull va ainsi tracer la route à travers l'Europe jusqu'en novembre, avec son appétit parfois démesuré et cette voix si singulière. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice. 20h55 PJ, 0h55 le dernier journal de la nuit présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Maud Fontenoy qui a fait la traversée du Pacifique à la rame. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.